Bonjour à toutes et tous. Merci Arthur. Ce matin, je vais vous présenter plutôt un mode de gestion autour du retour des Pie-Grièches sur une réserve naturelle qui est la réserve de l'étang de Coussot. Donc, ça sera une présentation peut-être un peu différente. Je vais un tout petit peu moins parler de Pie-Grièches, surtout de pâturage et puis de la ressource alimentaire qu'elle procure, à savoir les bousiers, les bouses, les coprophages. Donc voilà, pour vous mettre en appétit avant le déjeuner, ça sera bien. Donc pour refaire un petit point de contexte très rapide sur le site d'études dont je vais vous parler, donc la réserve naturelle de l'étang de Coussot, c'est une réserve qui a été créée en 1976, qui se situe en Gironde à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, donc sur le flanc oriental du cordon dunaire littoral, à peu près 2-3 kilomètres de l'océan, sur une surface de 900 hectares en gestion, avec 3 propriétaires fonciers, le département de la Gironde, le conservatoire du littoral et la commune de Lacanau. Et donc c'est une réserve qui est composée de 2 grands environnements, une vaste zone humide d'environ 500 hectares composée d'un étang, de grandes zones marécageuses et de landes. Donc à savoir que cette zone humide au fur et à mesure de la saison va faire l'objet d'un marnage naturel, donc elle est totalement inondée en période hivernale comme on le voit sur la photo de gauche, et puis elle va progressivement sécher au fur et à mesure de la saison, et donc avec l'expression d'une faune, d'une flore particulière, et surtout les animaux qui vont pouvoir pâturer ces zones au fur et à mesure que l'eau se retire. Et puis le second environnement, c'est la forêt dunaire, donc qui est une entité géologique particulière, donc qui sont des dunes primaires anciennes sur lesquelles on retrouve des boisements de pins, de chênes, avec des milieux semi-ouverts, notamment des clairières ou des laites humides, donc qu'on appelle localement les barins, que vous voyez sur la photo de droite. Et donc sur cette réserve, on retrouve les 4 espèces de Pie-Grièches, donc à savoir notamment Pie-Grièche à tête rousse, Pie-Grièche méridionale en migratrice, Pie-Grièche grise qui est migratrice et hivernante régulière, et surtout Pie-Grièche écorcheur qui est plutôt l'espèce sur laquelle je vais me concentrer ce matin, notamment par rapport à la ressource alimentaire, et notamment son retour au début des années 2000, puisqu'à la création de la réserve, la Pie-Grièche écorcheur n'était plus du tout présente sur le site dans les années 70. Et donc si on se concentre un petit peu sur cette espèce, comme je le disais, elle était totalement absente à la création de la réserve. On a vu son lent retour au début des années 2000, notamment en lien avec le retour du pâturage que je vous présenterai juste après. Alors ça reste des effectifs assez modestes, hein. Vous voyez sur le graphique, on évolue à peu près entre 2 et 5 couples par an. Donc sur la surface totale de la réserve qui est 900 hectares, ça peut paraître assez peu, mais c'est un retour qui est relativement récent d'une manière générale, et puis surtout qui se concentre finalement sur une fine frange de la réserve naturelle. Comme je le montrais sur les photos juste avant, on a une vaste zone humide avec différents milieux de succession, des roselières, des carissés, des milieux de cladiers. Et finalement, c'est que sur la partie est de cette zone humide où on a de la lande qui est piquetée de fourrés, à pruneliers, à ronciers, où on va retrouver les coupes de Pie-Grièches. Donc finalement, c'est que sur ces à peu près 4 km de lisière où on va retrouver nos coupes de Pie-Grièches qui se concentrent finalement sur un petit habitat. Et donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc vraiment des milieux qui peuvent ressembler à des milieux agro-pastoraux extensifs, donc avec une lande amolynie qui est donc la plante herbacée dominante sur le secteur et qui est piquetée de bosquets, de ronciers, etc. Et donc, si on s'intéresse un petit peu aux menaces qui étaient existantes sur le secteur dans les Landes de Gascogne et qu'on retrouve également à l'échelle nationale sur lesquelles on est intervenu sur la réserve, si on fait le listing un peu de toutes ces menaces, on a évidemment, comme sur tout le reste du territoire, la disparition des habitats, les travaux d'entretien des habitats, diminution des ressources existantes, destruction directe sur les routes migratoires, intoxication, mortalité accidentelle, dérangement et changement climatique. Et finalement, au travers de la mise en place du pâturage et du retour du pâturage naturel sur la réserve, on est intervenu sur 4 de ces menaces que je vais vous présenter juste après. Donc à savoir la disparition des habitats, puisque les vaches, par l'herbivorie et par le pâturage, elles ont permis de reconquérir des milieux qui étaient totalement en déprise, totalement enfrichés. Sur la partie travaux d'entretien des habitats, dans la présentation juste avant, on parlait du broyage des landes. Aujourd'hui, sur la réserve, on n'utilise plus du tout de moyens mécaniques. Donc on a un mode de gestion qui est beaucoup plus doux, entre guillemets.
Évidemment, c'est la partie dont je vais vous parler, on intervient beaucoup sur la ressource existante, donc à savoir au travers des bouses et des coléoptères qui vont la dégrader, une biomasse d'insectes favorable pour les pies grièches, et aussi sur la partie intoxication, puisque je vous présenterai de la particularité de la réserve, notamment sur les traitements antiparasitaires sur lesquels on a travaillé depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et donc, pour vous présenter rapidement comment se structure notre gestion par le pâturage sur la réserve, donc c'est vraiment le mode de gestion qui est au cœur de la gestion de la réserve sur tous les habitats naturels, qui est réalisé notamment par une race de bovins, qui est une race rustique endémique des Landes de Gascogne, donc qui n'existe que sur ce territoire, qui a failli disparaître de la région, puisque le dernier troupeau a été racheté par la réserve naturelle et par l'ACEPONSO, donc son organisme gestionnaire, à la fin des années 80. Ce dernier troupeau partait à l'abattoir et donc a été sauvé in extremis et a pu être ramené sur la réserve. Et donc pour la petite histoire, les vaches marines landaises, c'était une race qui était semi-sauvage, voire quasiment sauvage, sur tout le littoral des Landes de Gascogne au cours du siècle dernier jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et on avait des troupeaux qui pâturaient librement de grands espaces de dunes grises, comme on peut voir sur la carte postale de gauche, mais aussi des marais, des forêts dunaires, et on avait vraiment des troupeaux qui étaient extrêmement rustiques, qui permettaient d'entretenir ces milieux ouverts et qui étaient vraiment en totale liberté. D'ailleurs, la carte postale de droite qu'on voit, c'est la chasse à courre du dernier taureau sauvage sur le lac de Carcan, donc qui est juste à côté de la réserve naturelle. Donc pour dire à quel point ces troupeaux étaient totalement sauvages, c'est que quand les populations locales voulaient consommer de la viande, elles étaient chassées à courre. Concrètement, c'est des animaux qui ne rentraient pas à l'étable. Et donc on a essayé de retrouver un petit peu cette dynamique sur la réserve en restaurant un troupeau, on va dire, semi-sauvage, en presque liberté. Donc aujourd'hui, on a 30-40 individus à peu près qui pâturent les 900 hectares de la réserve. On a essayé de retrouver leur cycle saisonnier, donc c'est-à-dire qu'elles vont pâturer ces 900 hectares, mais en 2 cycles, on va dire, avec une phase hivernale en ce moment où les vaches sont sur la dune, sur la forêt dunaire, puisque là le marais est totalement inondé, donc elles n'ont pas accès à ce milieu. Donc à peu près pendant 6 mois, elles vont pâturer ces milieux plutôt secs. Et puis une fois que le marais va diminuer un petit peu en niveau d'eau et puis que la végétation va se développer, elles vont passer 6 mois de l'année au marais. Donc c'est les photos que vous voyez là, où elles vont faire le plein de graisse, et généralement on a les mises bas aussi, ce qui permet un élevage des jeunes plus facile. Ça se passe assez rapidement, mais s'il y a des questions, c'est sur leur utilisation de l'habitat, sur l'exploitation de la réserve, les 900 hectares. Et donc finalement, si on en revient tout à l'heure à la diapositive sur les menaces sur les pies grièches, et donc sur à quel point le pâturage a pu intervenir sur ces différentes menaces. Comme je le disais, le pâturage sur la réserve naturelle, il a permis le retour de structures paysagères semi-ouvertes, avec une baisse progressive des moyens mécaniques. Aujourd'hui, sur la réserve naturelle, on tend à ne plus du tout utiliser de broyeurs. Très ponctuellement, on peut faire encore quelques interventions mécaniques sur du cerclage d'arbres, des choses comme ça, mais ça reste vraiment du petit jardinage et très très ponctuel. Mais grosso modo, les vaches nous permettent d'entretenir des milieux semi-ouverts sur à peu près 900 hectares. Et les photos que vous voyez sur la diapositive, donc une clairière forestière, une partie de la lande, alors là c'est la partie hivernale, donc plutôt immergée avec beaucoup d'eau. Mais aujourd'hui, ça c'est des milieux qui sont uniquement entretenus par le pâturage et plus du tout par le broyage, et qui donc permettent d'avoir une mosaïque de milieux semi-ouverts très favorable aux pies grièches et à tout autre pan de la biodiversité qui profite de ces milieux. Évidemment, ce pâturage il va créer une mosaïque d'habitat aussi favorable aux pies grièches, avec des structures de végétation très ouvertes, très rasses, d'autres un peu plus embroussaillées, comme on peut voir sur la photo, donc avec des petites zones d'embroussaillement, de pruneliers, de ronciers, de genêts, etc. Et puis surtout, avec les équipements liés au bétail, on a des perchoirs de chasse, des sites de lardoirs, etc., qui sont également favorables aux pies grièches. Et donc finalement, quand on regarde un petit peu l'évolution du paysage sur la réserve naturelle au cours de ces dernières décennies,
On voit que le pâturage, alors avec d'autres méthodes de gestion au tout départ de la réserve, j'en parlerai s'il y a des questions, mais a permis de reconquérir un paysage qui était totalement enfriché, totalement embroussaillé. Sur la photo de gauche, on le voit bien, c'était une immense saulée, une immense friche à Bourdaine qui était totalement impénétrable à la fin des années 80. Et aujourd'hui, on se rapproche plutôt d'un écosystème un peu type agro-pastoral extensif, donc avec des vastes marais, des vastes prairies, des vastes landes entrecoupées de bosquets, de milieux semi-ouverts et qui sont donc maintenant beaucoup plus favorables à la pie grièche et qui ont donc permis son retour. Et puis, au-delà de l'habitat, évidemment, la partie qui nous intéresse un peu plus, c'est la ressource trophique. Et le pâturage, notamment le pâturage par les bovins, il permet d'intervenir sur cette partie, puisqu'on le sait, les pies grièches, elles sont en partie fortement dépendantes aux insectes, autant en termes de biomasse que d'accessibilité. Dans les insectes, il y a plusieurs groupes, mais notamment les pies grièches, elles vont être très dépendantes aux coléoptères et aux coléoptères coprophages notamment. Et on sait que la raréfaction des proies dans ces milieux peut être un facteur limitant pour les pies grièches. Et sur la réserve, on a pu restaurer ces populations de coléoptères coprophages grâce au retour des vaches. Et donc pour faire une petite aparté très rapide sur ces coléoptères coprophages, pour bien comprendre quelle est leur fonction dans l'environnement. Donc c'est des insectes de la famille des scarabéidés, des géotrupidés. On en compte à peu près 170 espèces en France. Ils vont évidemment se nourrir et dégrader la matière fécale. Il y a 3 types d'utilisation, on va dire, de la bouse par les coléoptères coprophages. Je passe assez rapidement, endocoprides, télécoprides, paracoprides. C'est en fonction de comment ils vont exploiter la bouse, comment ils vont la digérer, comment ils vont l'utiliser, comment ils vont se reproduire dedans. Et finalement, ces coléoptères coprophages, ils vont intervenir sur le recyclage de la matière organique, la fertilité des sols, la lutte contre les parasites, l'aération des sols. Et surtout, ils vont intervenir dans la chaîne alimentaire, puisque ce sont les premiers décomposeurs de la bouse, et ils vont ensuite être consommés par une multitude d'organismes, déjà d'autres insectes. Par exemple, sur la réserve, on a beaucoup le Staphylin bourdon, c'est le petit insecte avec les petits poils jaunes qu'on voit au fond, qui est un prédateur de ces coléoptères coprophages. Et puis ensuite, évidemment, il y a toute une partie de vertébrés qui va arriver, donc de l'herpétofaune, des oiseaux comme les pies grièches qui vont se nourrir de ces insectes. Et pourtant, on l'a vu un petit peu au cours des précédentes présentations, on sait qu'il y a un déclin marqué de ce groupe des coléoptères coprophages, que ce soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Quand on regarde un petit peu le graphique de droite, c'est une étude sur les espèces menacées d'insectes à l'échelle mondiale. On voit souvent qu'il y a 2 groupes qui ressortent. Les abeilles sauvages, ça on le connaît un petit peu plus, notamment en lien avec les phytosanitaires et puis d'autres menaces. Et les coléoptères coprophages, ça c'est un petit peu moins connu, notamment en lien avec les traitements antiparasitaires qui sont aujourd'hui systématiques dans quasiment tous les élevages, que ce soit les élevages laitiers, les élevages à viande ou les élevages de loisirs type élevage équin, et notamment avec une forte pression des lobbies pharmaceutiques, notamment pour utiliser ces traitements antiparasitaires qui vont impacter très fortement la richesse et la diversité en coléoptères coprophages, donc diminuer leur abondance, leur biomasse dans les environnements, voire complètement stériliser des milieux où on ne retrouve plus du tout de coléoptères coprophages. Ces traitements antiparasitaires, ils vont aussi diminuer la manière dont les boues sont colonisées, dégradées dans l'environnement, ce qui va souvent provoquer des accumulations dans l'environnement et aussi des effets en cascade sur les fonctions de l'écosystème sol. Et donc, une des particularités sur la réserve, en plus de ce programme de pâturage qu'on met en place, c'est que nos animaux ne subissent plus aucun traitement antiparasitaire depuis maintenant plus de 30 ans. Donc ça, c'est un modèle qui est relativement assez unique, puisqu'on a pu vraiment se séparer complètement de ces traitements, même si au départ, il y avait un programme de gestion conservatoire autour de la vache marine landaise, puisqu'on est parti d'un tout petit troupeau. Et donc les 5-6 premières années, évidemment, il fallait faire très attention à ces animaux. Donc il y a pu avoir quelques traitements antiparasitaires.
mais à force de rusticité, d'adaptation et puis surtout de reproduction sur site, hein, c'est ça qui nous a permis de se passer totalement de ces traitements. On a pu avoir des animaux de plus en plus adaptés, de plus en plus rustiques et qui sont souvent complètement imperméables entre guillemets à la présence des parasites. On fait quand même une veille très régulière sur site, donc on fait des prélèvements coprologiques sur nos vaches de manière très régulière. Et par exemple, je vous ai mis un petit exemple d'un résultat de coprologie qu'on a fait cette année là, sur une de nos vaches. Je pense que si vous montriez ce résultat à un vétérinaire, il vous dirait que la vache est morte ou agonisante. Pourtant, c'est une vache qui a quasiment 20 ans, qui se porte très bien, qui n'avait pas maigri, qui n'a aucun symptôme, etc. Donc finalement, on a des animaux qui sont porteurs sains, et qui vont très bien s'en sortir et qui vont développer une rusticité sans qu'on ait besoin d'utiliser ces traitements antiparasitaires. Et donc tout ça, ça crée un terreau très fertile pour les coléoptères coprophages qui étaient quasiment inexistants. Il me reste 5 minutes, c'est ça, qui étaient quasiment inexistants à la création de la réserve. Et dont on a observé le lent retour et qui aujourd'hui sont un des enjeux majeurs de la réserve. On a à peu près 31 espèces de coléoptères coprophages qui ont été identifiées sur la réserve en 2025. Donc c'est une diversité assez forte sur ce groupe à l'échelle nationale, avec notamment plusieurs espèces très rares dont on n'a que quelques stations à l'échelle nationale qui existent sur la réserve. Et surtout, on a une très très forte abondance de ces coléoptères coprophages sur site. Si vous passez sur la réserve, que vous ouvrez une bouse, alors bon, il faut avoir cette idée, hein, mais bon, si vous ouvrez une bouse sur place, vous allez voir qu'on peut avoir, comme sur la photo, plusieurs dizaines d'Ontophagus, voire même des centaines d'Aphodius qui vont être dans les bouses et qui sont donc une ressource alimentaire assez impressionnante. Et puis ça, je fais une toute petite parenthèse, on est même allé pour boucler la boucle sur ce programme-là. C'est pas forcément en lien avec les pie-grièches, mais comme on a communiqué dessus, j'en fais une toute petite parenthèse. Fait un projet de réintroduction d'une espèce de bousier qui avait lui totalement disparu de Gironde et de la réserve naturelle dans les années 60, qu'on a réintroduit en 2023-2024 avec des premiers résultats encourageants, et donc forcément qui est en lien aussi avec cette absence de traitement antiparasitaire qu'on réalise sur notre troupeau et qui permet donc d'avoir un terreau très favorable pour les coléoptères coprophages. Et donc pour conclure finalement, alors ce dont je vous parle, moi c'est plutôt l'expérience du gestionnaire. On n'a pas forcément d'études scientifiques qui ont montré la corrélation sur la réserve entre le retour du pâturage et les pie-grièches, le retour de la pie-grièche. Mais évidemment, ça c'est notre observation quotidienne, notre observation de gestionnaire. On sait que le retour du pâturage, il a permis de développer cette biomasse d'insectes, de coléoptères coprophages sur lesquels on a beaucoup travaillé, dont on a étudié la diversité, la biomasse, etc. Et puis on le voit au quotidien sur les sites de nidification des pie-grièches de la réserve. On voit qu'elles consomment en grande majorité des coléoptères coprophages. Sur les sites de l'ardoire, c'est généralement des coléoptères coprophages qu'on retrouve. Donc on sait que ce mode de gestion, il a permis de travailler sur la ressource alimentaire, sur le maintien des habitats. Et aujourd'hui, c'est un moyen qui permet vraiment d'avoir un milieu favorable aux pie-grièches et à tout autre pan de la faune et de la biodiversité sur la réserve, avec des animaux dont on a développé la rusticité au cours du temps, et puis qui surtout parcourent de grandes surfaces dans la journée, à peu près 3 à 5 km par jour, ce qui permet d'avoir un pâturage très extensif sur ces 900 hectares de la réserve. Et évidemment, ça nécessite un équilibre qui prend du temps. Comme je vous le disais, il faut faire de la reproduction sur site, il faut avoir plusieurs générations, etc. Ça demande aussi d'avoir un cycle saisonnier avec des grandes surfaces d'hivernage pour avoir un pâturage relativement extensif et éviter le surpâturage. Donc il y a un équilibre à trouver et qui nous a quasiment pris 30 ans, donc qui prend du temps évidemment, mais qui aujourd'hui porte ses fruits sur les pie-grièches et sur la biodiversité d'une manière générale. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à la LPO pour l'invitation, pour l'organisation. Et puis, je me tiens à dispo pour les questions, si vous avez envie de parler de bousier. Merci Cyril pour ta question. Donc, Arthur Astoré de la LPO France. J'avais 2 questions en une. La première, c'est est-ce que cette méthode que vous testez à Cousteau à surface égale
demande plus de besoins que l'élevage traditionnel associé au gyrovoyage en termes de temps de suivi et de temps de travail. Et la deuxième, c'est est-ce que tu penses qu'on peut tester cette méthode sur d'autres milieux, notamment le milieu méditerranéen? Merci à toi. Alors effectivement, très bonne question. Alors sur l'équivalence, j'aurais du mal à te donner des chiffres. Je pense que c'est quasiment équivalent. Nous, sur la réserve, sur la gestion, on va dire, de la race et du troupeau, c'est quasiment un équivalent tremplin. Donc c'est conséquent. Mais quand je dis un équivalent tremplin, c'est sur tout le programme race marine landaise. Donc ça va être aussi bien sur la valorisation de la race que la partie communication, l'entretien des équipements. Ça, c'est ce qui finalement est très chronophage. Sur 900 hectares de la réserve, nous, on a 20 km de clôture. Donc c'est surtout ça qui prend du temps. Mais finalement, sur la conduite du troupeau, une fois qu'on a vraiment, entre guillemets, du personnel qui est à la main sur le bétail avec des pratiques régulières, finalement, comme je le disais, nous, on a un équilibre où on essaye d'avoir ce troupeau en quasiment semi-liberté, avec juste un petit affouragement l'hiver, mais qui est très très faible. Et finalement, tout ce qui est mise bas se fait naturellement, on n'intervient jamais. Elles ont accès à l'eau, elles ont accès à la nourriture, on n'intervient pas. Donc il y a quelques périodes clés de l'année, notamment des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, faire une prophylaxie une fois par an, etc. Mais sinon, je pense que ça, si on devait se passer totalement du troupeau et faire le broyage, alors ça serait beaucoup plus saisonnier, c'est-à-dire évidemment on ferait ça plutôt à l'automne, mais ça nous prendrait une bonne partie de l'année. Et puis aussi les troupeaux finalement sur la réserve, par rapport au broyage, ça a d'autres apports en termes de biodiversité, mais aussi d'ancrage territorial. Nous, ça nous a beaucoup aidé sur la réserve de travailler sur ce programme de conservation d'une race menacée pour l'acceptation de la réserve. Donc ça n'a que des avantages et finalement ce petit temps qu'on prend en plus, on le gagne sur d'autres points. Et à tester sur d'autres milieux méditerranéens. Alors sur la vache marine landaise, je ne saurais pas forcément te donner de réponse parce que c'est vraiment une race endémique des Landes de Gascogne qui a une rusticité très adaptée à ce territoire, donc qui est adaptée à ce cycle saisonnier entre marais, entre dunes, etc. Mais sur du pâturage bovin avec d'autres races peut-être plutôt adaptées au milieu méditerranéen, évidemment, je pense qu'il y a des choses à faire, et notamment en lien avec le programme Pie-Grièche. Je sais que sur le secteur, c'est plutôt les pâturages ovins qui sont réalisés et qui ont tout leur intérêt. Mais les pâturages bovins peuvent être aussi très, très favorables pour ce groupe. Merci Cyril. Oui, bonjour. Dominique Guichetot du département du Var. Merci beaucoup pour cet exposé sur les coprophages. Et j'aurais voulu savoir si vous avez réfléchi sur les nécrophages, puisque vous avez peut-être des mesures sanitaires qui vous obligent à emmener les bêtes à l'équarrissage, mais les coléoptères, les diptères et toute la faune liée aux animaux morts, ce n'est pas rien. Et je pense que c'est des proies aussi potentielles, hautement potentielles pour les pie-grièches. Merci. Effectivement, très bonne question. On commence à s'y intéresser parce que de toute façon, on s'est dit, au-delà d'aller dans une thématique niche comme les bousiers, autant aller jusqu'au bout, donc sur les nécrophages aussi. On commence à s'y intéresser. On est au tout début de ce qu'on étudie sur la réserve. Effectivement, on a des pratiques également de régulation du sanglier qui nous sont imposées sur la réserve. Et donc forcément, on a des quantités de cadavres qui sont laissés sur place et qui aussi nous permettent de développer toute une faune en nécrophage qui est a priori assez diversifiée. Donc là, j'ai assez peu d'éléments de réponse à vous apporter parce qu'on est au tout début de l'étude. Donc on commence à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a au niveau des invertébrés de ce groupe particulier. Donc on est plutôt à l'état initial, mais en tout cas, on essaye aussi de travailler sur ces pratiques et surtout de faire prendre conscience aussi auprès d'autres gestionnaires de tout l'intérêt de cette faune-là aussi qui est très menacée et de nos pratiques, puisque finalement, nous, sur la réserve, il y a quelques années, effectivement, on nous imposait de sortir les cadavres de sangliers, par exemple, pour les envoyer en incinération. Bon, au niveau sanitaire, bilan carbone, etc., ça n'avait aucun sens. Et aujourd'hui, sur la réserve, un cadavre de sanglier, il fait 2 jours à peu près. Et donc, on a toute une faune très diversifiée qui se développe et qui est également très intéressante. Les vaches, elles n'y ont pas accès, par contre, d'un point de vue sanitaire. Ah, vous voulez dire les cadavres de vaches ?
Les cadavres de vaches, en fait, donc nous on a des vaches qui survivent très longtemps, on a des vaches qui ont plus de 20 ans sur la réserve, donc ce qui est assez exceptionnel. Généralement, de toute façon, soit on ne va pas le retrouver du tout, parce que sur 900 hectares, le temps qu'on retrouve la vache qui s'est souvent isolée parce qu'elle s'est sentie partir, etc., bah, on ne va pas la retrouver, on va retrouver les boucles 2 jours après, et puis voilà, de toute façon c'est fait. Et souvent, bah ouais, de toute façon, même si on va retrouver le cadavre, généralement, comme je le disais, en 2 jours, il reste plus grand chose. Donc le temps qu'on fasse passer l'équarrissage, etc., et puis même nous qu'on puisse sortir techniquement le cadavre. Hein. Bon, désolé pour le sujet là, mais c'est, enfin voilà, concrètement, au bout de 2 jours, on peut plus physiquement le sortir de la réserve. Donc finalement, ça se fait assez naturellement et assez rapidement. Ouais. Pas d'autres questions? Une question. Merci encore pour la présentation. Donc, Noah Zuili, ville de Nîmes. Je me demandais cette réintroduction de cette espèce de bousier, justement. Est-ce que c'est elle, parmi d'autres qui ont sûrement disparu, qui a guidé votre choix vers cette espèce, ou c'est parce qu'elle a une fonctionnalité particulière dans la dégradation de la bouse, ou je ne sais pas? Eh ben, c'est un peu des deux, parce que sur la diapo que j'avais présentée au début, donc je présentais les 3 types de coléoptères, coprophages, donc endocoprides, télécoprides, etc. Sur la réserve, on n'avait plus de télécoprides, donc effectivement, qui à l'échelle de l'écosystème bouse ont une fonctionnalité particulière. Donc c'est les seuls qui vont modeler la bouse, l'emporter un peu plus loin. Donc en gros, si on raisonne à l'échelle d'un écosystème bouse, c'est un peu comme si à l'échelle d'un milieu ouvert, on enlevait les rapaces ou les insectivores au niveau des oiseaux. Donc il y a toute une part de la fonctionnalité qui était partie. Donc notre choix, c'est en partie porté sur cette espèce parce que c'était un télécopride, qu'on n'en avait plus sur la réserve. Et en fait, au tout début du programme, quand on a envisagé cette réintroduction de coléoptères cropophages, en fait, déjà, on a fait des études bibliographiques. En gros, on a regardé tout ce qui était présent sur la réserve, on a consulté toutes les collections entomologiques, etc. On s'est retrouvé avec un panel de 3 espèces qui étaient disparues, qu'on savait présentes sur la réserve. Et en fait, les 2 autres espèces ont été rapidement écartées, puisqu'il y en a une qui était toujours présente dans le sud de la France, mais qui est très rare, Scarabeus typhon. Donc nous, on ne voulait pas faire de prélèvement dans le milieu naturel pour avoir un impact sur cette espèce-là. On voulait que, évidemment, ça puisse se faire sans impact sur le milieu naturel. Et puis l'autre espèce, Thorectes, c'est un bousier qui est endémique des dunes, mais sur un milieu très particulier qui sont les dunes grises sur lesquelles on retrouve le lapin de Garenne, qui sont plus des milieux qu'on avait sur la réserve. Donc finalement, sur ces 3 candidats, on n'en avait plus qu'un seul qui restait, où on avait réuni toutes les conditions, c'est-à-dire donc avoir un troupeau sans traitement antiparasitaire, des milieux qui correspondaient à son écologie, et puis pouvoir prélever une petite partie d'une population dans le sud de la France sans avoir d'impact et pouvoir la réintroduire sur la réserve. Donc finalement, c'est plutôt le cumul de différents facteurs qui nous ont portés sur ce choix qui était en fait le meilleur choix et l'unique pour faire un choix de réintroduction d'espèces. D'accord, merci beaucoup, passionnant. Merci Cyril pour ta présentation. Merci encore et pour avoir fait le déplacement.